Il demande la destitution de Zelensky, mais il soulignait également que Zelensky est prêt à presque tout faire pour empêcher que les propositions de Trump ne soient adoptées. Je pense que vous avez manqué quelque chose. Il a également dit que les Ukrainiens assassineraient M. Poutine. Une équipe ukrainienne entrerait là-bas et assassinerait Poutine. Il a également laissé entendre dans une autre déclaration qu'il pourrait tuer le président Trump. Je veux dire, ce sont des déclarations scandaleuses. Elles n'ont aucun sens. Mais si vous êtes à la place du président Trump à la Maison-Blanche ou de M. Poutine au Kremlin, vous devez arriver à la conclusion inévitable que cet homme doit être écarté, sinon rien ne se passera. Cet homme va détruire ce qui reste de l'Ukraine et de sa population. Ce n'est dans l'intérêt de personne. Les Russes ne veulent pas faire cela. S'ils avaient voulu le faire, ils auraient géré toute cette guerre très différemment. Nous ne voulons pas que cela se produise. Nous voulons voir l'Ukraine survivre. Donc Zelensky doit partir. Et je peux penser à plusieurs présidents. Certainement Eisenhower me vient à l'esprit, certainement Nixon, probablement Johnson, plusieurs autres, que si ces circonstances s'étaient présentées à eux, Zelensky serait parti. Je pense que quelqu'un de son administration a suggéré que Witkoff ressemblait également à un agent russe. Eh bien, quand l'Amérique est le seul pays qui vous maintient en vie et fait avancer le pays, c'est assez remarquable, le langage qui est utilisé. Mais comment les États-Unis, s'ils décident qu'ils ne veulent plus de Zelensky là-bas, comment peut-il être évincé? Je laisserai cela à l'imagination de vos auditeurs. Et s'ils ne sont pas terriblement stupides, ils répondront à cette question sans aucune aide de ma part, rapidement. Il y a quelques heures, l'ancien président de la Russie, Dmitry Medvedev, a publié un tweet suggérant qu'une nouvelle pression pourrait s'exercer sur Zelensky. Je l'ai ici. Allons-y. Medvedev a écrit « Les Américains ont proposé un excellent projet d'accord de marchandises au monstre de Kiev. Si le régime de Kiev l'approuve, le toxicomane sera ensuite pendu sur le Maïdan comme Mussolini. Et s'il le rejette, les États-Unis réinitialiseront le régime de Bandera. Échec et mat. » Encore une fois, un langage un peu plus dramatique que celui que j'aurais probablement utilisé. Mais pensez-vous qu'il se retrouve dans une impasse ici? L'Europe a besoin de paix, de stabilité et de prospérité. Comment y parvenir tant que Zelensky et sa petite cabale sont en liberté à Kiev? Je ne pense pas que cela va se produire. Ils vont faire exactement ce qui a été décrit, s'accrocher jusqu'à la fin amère, et ensuite vous vous retrouvez sur le Titanic. Et nous savons comment cela s'est très mal terminé au fond de l'océan. Nous ne voulons pas faire cela. Nous voulons que l'Ukraine se rétablisse. Nous voulons que la population, dans la mesure du possible, revienne. Beaucoup ne reviendront jamais. Nous le savons, mais nous voulons essayer de faire revenir autant de personnes que possible. Nous voulons qu'elle devienne un pays productif et prospère. Nous n'y arriverons pas avec cet homme Zelensky ou les personnes autour de lui. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est intégré dans les objectifs de l'opération militaire spéciale. l'Ukraine soit neutre. Ils veulent également que l'Ukraine soit dénazifiée et désarmée. Et je pense que ces choses doivent se produire. Je ne pense pas que la Russie s'opposera à une force armée dans une Ukraine neutre, à condition qu'elle ne ressemble pas à ce qu'ils ont dû combattre pendant la guerre. Je veux dire, c'est très similaire à l'Autriche. C'est pourquoi je mentionne toujours le modèle autrichien comme le plus attrayant pour une application en Ukraine. Cela peut être fait. Mais les Autrichiens eux-mêmes ont vraiment mis en place le modèle autrichien. Ils ont fait tout le travail difficile entre Eisenhower et Khrouchtchev, les Soviétiques et les Américains et les autres Européens. Ils ont rédigé le traité. Ils ont obtenu l'approbation et la signature de tout le monde.
Nous n'obtiendrons pas cela de Zelensky. Nous avons donc absolument besoin d'un nouveau leadership à Kiev. Plus cela prendra de temps, plus je soupçonne que les forces russes avanceront. C'est aussi ma grande préoccupation. C'est-à-dire si une solution diplomatique n'est pas trouvée, c'est pourquoi je suis très agacé que les Européens s'y opposent encore. Encore une fois, plus cela prend de temps, plus nous risquons un effondrement complet en Ukraine. Et comme vous et moi en avons discuté dans le passé, c'est vraiment dans les dernières étapes de la guerre que le nombre de victimes. Encore une fois, mais assez bon de vous le dire en tant qu'étudiant de la guerre, mais c'est à ce moment-là que les pertes augmentent vraiment. Quand les troupes sont encerclées, elles doivent se rendre. Vous avez des retraits désordonnés. Vous avez des massacres, des ruptures de communication. C'est juste, si cela se produit, non seulement d'un point de vue humanitaire, ce serait un véritable cauchemar, mais la destruction de l'Ukraine, c'est-à-dire la perte de tous ces hommes, ainsi que de davantage de territoires, rendrait presque impossible pour l'Ukraine de se rétablir après cela. Et ce ne serait pas génial pour qui que ce soit, je pense. Car ce n'est pas une recette pour la stabilité d'avoir un pays entier détruit. Donc, c'est un peu remarquable pour moi de me retrouver avec le camp ukrainien qui ne semble pas comprendre ce qu'ils mettent réellement en place ici. Eh bien, Moscou et Washington devraient être très intéressés à s'assurer que cette guerre se termine et qu'une autre guerre n'en découle pas. En d'autres termes, rien ne dure éternellement, mais espérons qu'il y aura plus de stabilité, de paix et de prospérité durable dans la région que nous manquerions autrement. Ce que nous ne voulons pas, c'est une situation qui entraîne une autre guerre. Et c'est ma préoccupation. Les Européens, pour une raison quelconque, semblent inflexibles. Quand je dis Européens, je parle principalement des Britanniques, des Français et dans une moindre mesure des Allemands, qui semblent très intéressés à maintenir ces feux allumés. Donc même si vous éteignez la plupart du feu, vous avez des braises que vous pouvez ensuite raviver à l'avenir. C'est catastrophique. Cela n'a aucun sens. L'ancien chef des services de renseignement allemand a également soutenu qu'il serait bon de prolonger la guerre pendant encore 5 ans. Cela distrairait les Russes tout en protégeant les Européens de toute agression russe et en permettant aux Européens de se réarmer. Cela a vraiment provoqué des ondes de choc en Ukraine, car ils ont suivi le récit selon lequel nous sommes solidaires, que les Européens sont là pour nous aider. Je pense qu'ils réalisent lentement qu'ils sont effectivement utilisés comme chair à canon contre les Russes. Je pense qu'il y aura des réactions négatives. Mais, juste pour une dernière question, la position russe. Encore une fois, dans ces négociations entre les Américains et les Russes, voyez-vous des domaines où les Russes pourraient être prêts à faire des concessions ou à faire des compromis? Je sais que la question de la neutralité, qui englobe à la fois l'expansion de l'OTAN et les garanties de sécurité, ainsi que les troupes en Ukraine, est probablement non négociable. Mais sur d'autres questions, comme la démilitarisation de l'Ukraine ou l'étendue du territoire, voyez-vous une possibilité de négociation sur ces questions ou pas vraiment? Vous savez, c'est difficile à savoir. Je pense que les Russes ont toujours été plus flexibles que nous le pensons, à condition que nous respections certaines conditions minimales. En d'autres termes, la neutralité en fait partie, la reconnaissance des territoires qu'ils détiennent actuellement comme étant russes, et la fin de toutes ces absurdités concernant la Crimée et ainsi de suite. Je pense qu'ils sont très flexibles une fois que vous dépassez cela. Encore une fois, la question est, quand les combats s'arrêtent, où se trouvent-ils? Et vous devez penser comme un Russe. Jusqu'où êtes-vous prêt à vous retirer?
Et pourquoi vous retireriez-vous sans être absolument sûr que le nouveau gouvernement à Kiev ne sera pas d'une manière ou d'une autre influencé par la foule haineuse qui le dirige actuellement? Et qu'en est-il de cette chose appelée l'OTAN? Je ne pense pas que l'OTAN va durer encore longtemps, donc je pense que ce sera moins un problème. En ce qui concerne les Allemands, je pense qu'ils ont besoin d'énergie bon marché. Ils doivent rétablir cela, et je pense que les Russes sont prêts à le faire. Mais avec la façon dont les Allemands se comportent actuellement, cela ne va pas se produire. Et ce n'est pas parce que les Russes ont peur d'un mastodonte allemand réémergent se dirigeant vers eux. Rappelez-vous, Poutine a passé beaucoup de temps en Allemagne. Il connaît les Allemands et les Autrichiens. Il n'y a aucun intérêt à marcher vers l'Est pour atteindre les types d'objectifs extrêmes qui étaient dans l'esprit des gens en 1941. Je pense qu'ils le savent. Donc, je ne suis pas préoccupé par cela. Je suis plus préoccupé par cette atmosphère toxique que des gens comme Mance et d'autres continuent de créer en imputant aux Russes des choses qui sont fausses, qui n'existent pas, en leur prêtant des aspirations qu'ils n'ont pas. Une détermination à marcher vers l'Ouest pour faire quoi? Boire un meilleur café à Paris? C'est absurde. Ils ne veulent pas le faire. Il n'y a aucun intérêt à cela. Je dis parfois, êtes-vous déjà allé en Russie? 99 fois sur 100, ils n'y sont jamais allés. Eh bien, quiconque a été en Russie pendant un certain temps, et moi je l'ai été, découvre très vite que personne là-bas n'est intéressé par la guerre. Et puis les gens disent oui, mais qu'en est-il de cet homme Poutine? Eh bien, je ne pense pas que nous ayons eu quelqu'un au sommet de la structure de pouvoir russe au cours des 100 dernières années qui soit plus préoccupé par l'évitement de la guerre avec les États-Unis et l'Occident que Poutine. Il est déterminé à éviter cela. Il veut une Russie prospère et stable, c'est tout. Et il n'a certainement pas besoin de territoire. Comme il l'a souligné récemment, ils n'ont pas besoin de territoire. Et malheureusement, c'était aussi le point de vue de Bismarck. Les Allemands n'avaient besoin d'aucun territoire supplémentaire par rapport à ce qu'ils avaient, et ils ne voulaient personne à l'intérieur de l'Empire qui ne soit pas allemand. Il avait l'habitude de montrer les 2 millions de Polonais et de dire que nous avons déjà assez de problèmes avec eux. Nous ne voulons personne d'autre dans l'Empire qui ne soit pas allemand. J'ai parlé il y a quelques jours avec l'ambassadeur Jack Matlock. Il a aidé à négocier la fin de la guerre froide et il a fait un commentaire fascinant. Il a dit qu'une partie du problème était les faucons de guerre des deux côtés. Il a mentionné qu'à Washington ainsi qu'à Moscou, il y avait de nombreux faucons de guerre qui disaient « Vous ne pouvez pas avoir de diplomatie. Reagan ne devrait pas entamer de diplomatie parce que vous ne pouvez pas faire confiance à ce que disent les Russes. » Surmonter ce récit et cette insistance sur le fait qu'on ne peut pas parler à l'adversaire ou faire de la diplomatie était crucial. Mais une fois qu'ils ont pu surmonter cela, ils ont pu atteindre une fin. J'aimerais que nous apprenions quelque chose de cela, mais j'en doute. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que vous aimiez ou non Donald Trump, vous devez lui reconnaître le courage, la détermination et la vision de démanteler ce qui reste de la guerre froide et de l'enterrer en faveur de la normalisation des relations avec la Russie. Les Européens devraient considérer cela comme une bénédiction. Je me souviens quand les Européens étaient effrayés pendant les années Reagan, craignant de se retrouver au milieu d'un grand échange nucléaire parce qu'ils étaient convaincus que Reagan voulait bombarder la Russie. Vous savez, comme les choses changent. C'est presque au point où peu importe qui est président. Quoi que le président dise ou fasse, les Européens ne semblent pas l'apprécier. Mais ils devraient être beaucoup plus heureux avec Trump, qui poursuit la paix.
who is pursuing peace